Le 8h30 France Info sur France Info Radio et le canal 27 de la TNT avec Neïla Latrousse. Bonjour Neïla. Bonjour. Nous recevons ce matin le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Il compte braver l'interdit. Les organisateurs de la manifestation pro-palestinienne à Paris cet après-midi, ils appellent à se retrouver à la station de métro Barbès malgré 2 décisions d'interdiction, l'une de la préfecture, l'autre de la justice, par crainte de dérapage d'ordre antisémite, comme cela s'était produit en 2014. À l'époque, François Pupponi était le maire de Sarcelles. Il était ce matin l'invité de France Info. Écoutez ce qu'il dit. Ils sont dans l'exagération comme ils le sont depuis des mois et des années. Ils ont leur rhétorique. Le problème, est-ce qu'ils savent? Je pense qu'ils le savent. Ce sont des gens intelligents. Qu'en disant cela, ils excitent et ils animent la haine chez un certain nombre d'individus qui n'attendent que ça pour passer à l'acte. Nous sommes assis sur une poudrière et chaque fois que quelqu'un va essayer d'allumer une allumette à côté de cette poudrière, ça peut exploser. Donc si effectivement il y a des heurts cet après-midi, eh bien ils auront une part de responsabilité. Voilà, vous attisez la haine, vous aurez une part de responsabilité. Parce que François Pupponi parlait de nous. Oui. Non mais revenons à l'essentiel. D'abord, faut la paix à Jérusalem-Est et dans ce conflit à nouveau qui repart israélo-palestinien. Moi, je suis du côté des résolutions de l'ONU qui doivent s'appliquer. Le droit international, la paix, il faut être une parole de paix. La France doit prendre l'initiative, dire attention, pas de réponse en plus disproportionnée. On en est à 130 morts, si j'ai bien compris, 122 Palestiniens, 9 Israéliens. Il y a des enfants qui ont trouvé la mort. Mais là, cette manifestation, non, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Attendez. D'abord, parce que vous commencez bizarrement le sujet. La France doit retrouver une grande voix, avoir une politique internationale qui est pas alignée sur je ne sais trop qui ou je ne sais trop quoi. Elle doit parler clairement et inviter chacun à ce que la tension baisse. Deuxièmement, il y a eu aussi de la part du gouvernement israélien, actuellement, qui est dirigé par monsieur Netanyahou, dans une alliance avec des secteurs d'extrême droite, une politique qui n'est pas, qui ne calme pas les choses. On a demandé à des familles. Alors, on peut parler de ce qui se passe en France. Mais parce qu'au bout d'un moment, moi, à partir de là, il faut protester. D'accord? Oui. Moi, je n'irai pas manifester cet après-midi parce que ça a été interdit. Il y a une manifestation pacifique qui a eu lieu il y a quelques jours. Moi, je m'aligne notamment sur des gens de paix. Je pense à l'association France-Palestine de solidarité. Le gouvernement, lui, alors que dans tous les pays du monde, on peut protester comme on le fait sur des conflits internationaux, en France, on ne pourrait pas le faire. Je le regrette. Maintenant, je vois bien le jeu de provocation qui va avoir lieu. Sans aucun doute que le gouvernement aura à cœur de faire en sorte que les plus ultras, comme évidemment après l'avoir dénoncé, soient peut-être là cet après-midi. On va peut-être même encourager des ultras pour amener à ce que, à l'arrivée, les images donneront l'impression que tous ceux qui, comme moi, sont des gens de paix, en vérité... Je comprends bien, vous dites que le gouvernement cherche l'affrontement, en fait. Bah, écoutez... Et qu'il peut emmener des ultras pour créer des affrontements. Qu'est-ce qui justifie véritablement l'interdiction de manifester, alors que dans beaucoup d'autres pays, il y a des manifestations qui ont lieu... Les dérapages... Qui a déjà eu des manifestations en France qui se sont bien passées. Il y a une manifestation qui a eu lieu il y a 2 jours, elle s'est parfaitement bien passée. Aucun problème. Et à tel point, d'ailleurs, que c'est monsieur François Hébrault, le président de cette association France-Palestine, après que la manifestation, le rassemblement soit très bien passé, était reçu par monsieur Jean-Yves Le Drian, mais à la sortie, il a été arrêté et en garde à vue pendant 24 heures. Donc on provoque les choses. Et quand on fait une telle interdiction, ce qui risque d'avoir lieu cet après-midi, c'est qu'évidemment, j'ai l'habitude, il va y avoir peut-être ceux qui veulent braver l'interdiction, qui veulent en découdre, qui vont être là. Donc on va proposer des images à l'arrivée parce que peut-être qu'il y aura des incidents. Ce que je ne souhaite pas, et je profite de ce micro pour dire que dans cette affaire, ceux qui comme moi, veulent la paix, doivent être, y compris dans leur comportement à l'occasion des manifestations, des éléments de paix. Et surtout, pas de paroles, évidemment, blessantes, racistes et antisémites. Voilà. Comme en 2014. C'est la crainte... Je vais pas... Dans ce micro, pour préparer l'émission, j'ai regardé, vous savez que les paroles antisémites en 2014, certains journalistes avaient considéré que elles n'avaient pas été vraiment tenues. Mais je suis prêt à croire qu'à l'occasion de manifestations, il y a parfois des propos qui sont de toute manière inacceptables. C'est pas le sujet. Mais souvent, il y a des manifestations où il y a des propos inacceptables. Mais je trouve pas... Non, mais je vous le dis. François Pupponi, alors, oui. je vais dire que je le cite à nouveau, mais il citait tout à l'heure ce qui se passait à Sarcelles. Il dit souvent des bêtises, François Pupponi. Ça, vous verrez ça avec lui. C'est pas un spécialiste de beaucoup de choses. Non, mais vous me le citez depuis 2 fois comme si c'était la référence. Il était notre invité tout à l'heure, c'est tout. Très bien. Oui, mais c'est un peu... Mort à Israël, mort aux Juifs, disait-il, avoir entendu à Sarcelles à ce moment-là. C'est possible que ces propos inacceptables, intolérables et condamnables, il les a entendus à Sarcelles. J'espère que les gens qui les ont portés les ont condamnés, mais ont été condamnés. Mais une fois qu'on en a dit ça, je connais beaucoup de gens, et je pense même que la grande majorité des Français voit ces images de ce qui se passe actuellement dans Jérusalem-Est avec désolation, voit de quelle manière M. Netanyahou, on peut le qualifier, homme de droite, israélienne, dans un gouvernement d'alliance avec l'extrême droite, et tient un discours qui n'est pas un discours d'apaisement. Mais ce dont je me réclame, c'est l'ONU. L'ONU demande à M. Netanyahou, arrêtez. Donc ça, on peut le dire,
sans immédiatement avoir un comportement infamant en tenant des propos antisémites. C'est tout. Et il me semble que c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est ce qui se passe en général en France. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, pour ma part, moi, j'irai pas cet après-midi parce que je vois bien ce qui va avoir lieu et je pense que mercredi, d'après ce que j'ai compris, il y a un autre rassemblement à l'initiative de l'association AFPS, Association France-Palestine Solidarité, avec, j'ai cité tout à l'heure son président, des paroles de paix, le droit international et la France, surtout notre ministre des Affaires étrangères, devrait dire au gouvernement israélien, on arrête. Enfin, je veux dire, 133 morts, bon sang, dont 122 Palestiniens, je l'ai dit. Mais je déplore aussi les Israéliens qui sont victimes de tout ça, donc ça doit retomber. Alexis Corbière, on entend vos craintes sur des dérapages, des affrontements cet après-midi. Est-ce que ça veut dire que vous lancez un appel à tous ceux qui nous écoutent, vous dites n'y allez pas cet après-midi? Moi, je dis quelle est la position de la France insoumise cet après-midi à mesure de la manifestation. Les organisateurs renoncer à mais cette je sais pas qui sont vraiment les organisateurs cet après-midi par ailleurs. Mais bon, et je trouve que vous appelez beaucoup vous-même depuis tout à l'heure à ce micro à une manifestation auquel il faut pas aller, etc. Bon, moi, je pense que il faut trouver les conditions d'une manifestation qui n'est pas interdite. Et il y a des organisations et la grande majorité des organisations qui se font entendre sur ces questions de solidarité le font de manière tout à fait pacifique. Il y a une manière de présenter les choses immédiatement de manière, je trouve parfois un peu caricaturale. Et j'ai peur que souvent, quand on annonce qu'il va y avoir des incidents, ils ont lieu à l'arrivée, parce que voilà, on crée les conditions d'une tension. Mais bon, le plus important, donc moi je répète, j'ai déjà exprimé ma position, c'est que la France, c'est ça qui m'intéresse. Si nous dirigeons ce pays, nous aurions une diplomatie qui n'est pas une diplomatie alignée sur les plus violents et les plus belliqueux, mais au contraire qui appelle au calme et ne Vous trouvez que la position française n'est pas équilibrée? Je trouve pas tout à fait, non. Elle est un peu quand même, elle laisse les coups des franches à monsieur Netanyahou, on peut le rappeler au calme. Et surtout, j'indique à ce que, comme on le dit, la formule est un peu éculée désormais, mais à ne pas exporter ce conflit en France. Enfin, je veux dire, on a c'est ce qui est en train d'arriver? J'aimerais pas que tout le monde se positionne en fonction de ses convictions spirituelles là-dedans, ce serait absurde. Moi, j'ai une position qui est claire, la paix, comme là, comme partout. Et je pense que nous, on peut jouer ce rôle-là, pour dire notamment, je le répète, à un gouvernement, je l'ai dit, qui n'applique même pas les résolutions de l'ONU. Je veux dire, j'espère que tout le monde est pour le droit international. Si on respecte plus le droit international, où va-t-on? C'est ça qui se passe. Et je trouve qu'on aurait gagné à ce que nous, on dise là-dedans, attention, on arrête. Chaque nuit, désormais, plus de morts. Donc, faisons retomber la pression, les amis, et soyons des facteurs de paix. Alexis Corbière, invité du 8h30 France Info. Une pause pour le fil info, 9h-20, Diane Ferchit. L'arrestation de Valentin Marconne, un succès selon le colonel Laurent, commandant du groupement de gendarmerie du Gard sur France Info. Il précise que personne n'a été blessé et que l'adversaire ne s'est pas donné la mort. Il y aura un procès pour les familles des victimes, estime-t-il. Le fugitif terré dans la forêt sévenoise pendant 4 jours. Valentin Marconne est suspecté du meurtre de son patron et d'un collègue. Mardi, il est en garde à vue. On a pris la vie de ma fille et c'est un enfant qui l'a tué. Les mots poignants de la mère de Marjorie, l'adolescente de 17 ans, tuée à coups de couteau alors qu'elle tentait de défendre sa petite sœur à Ivry, dans le Val-de-Marne. Le meurtrier présumé est un jeune homme de 15 ans. Il a été arrêté chez lui dans la soirée. Le gouvernement va tenir son objectif de 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid. C'est ce que s'était fixé le gouvernement à 5 jours de la deuxième phase du déconfinement. La réouverture des terrasses et des lieux de culture, ce sera mercredi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévient ce n'est pas encore fini, dit-il, après 4 jours de bombardement de l'armée israélienne sur la bande de Gaza et des tirs de roquettes de l'enclave palestinienne en direction de l'État hébreu. Plus de 130 morts selon un dernier bilan, principalement des Palestiniens. En France, les soutiens au peuple palestinien appellent à manifester à Paris malgré l'interdiction des autorités confirmée hier soir par le tribunal administratif. Ils ont déposé un recours devant le Conseil d'État. France Info. Le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, est l'invité du 8h30 France Info. On va maintenant parler vaccination, Neïla Latrousse. Diane Ferchit l'annonçait à l'instant, la cap des 20 millions de Français vaccinés sera passée ce soir. 20 millions de Français qui auront reçu au moins une dose, une injection. On a tous été plutôt sévères avec le gouvernement, Alexis Corbière, nous y compris les médias, sur la stratégie vaccinale, et vous dans l'opposition aussi. Est-ce que 20 millions de vaccinés ce soir, vous dites, finalement, ça n'a pas été trop mal géré? Non, mais on a été sévère avec le gouvernement parce que depuis un an que ça dure, bien souvent, il y a eu plus que des erreurs qui ont été faites. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur les masques, rappelez-vous les zigs et les zags auxquels on a eu droit régulièrement durant toutes ces situations, de quelle manière ça a mis du temps à se mettre en place sur la vaccination. Encore aujourd'hui, comme elle se déroule, moi je trouve qu'on aurait besoin de plus de centres de vaccination de proximité, parce qu'il faut se déplacer. Moi, Vous dites qu'on aurait pu faire mieux? Oui, bien sûr qu'on peut faire mieux. Il y a eu le débat également sur les licences libres de vaccins. Vous avez vu, nous on avait demandé
conformément, j'ai envie de dire, à ce qu'Emmanuel Macron avait annoncé dans un premier temps, que le vaccin devienne bien commun de l'humanité. Et puis par la suite, la France, dans les différentes réunions de l'Organisation mondiale du commerce, s'est opposée à cela. Puis un jour, M. Biden a dit qu'il était favorable. Alors la France, désormais, est revenue favorable. On est des girouettes, en fait, dans cette on crise, flotte un petit peu au gré des événements. On a regretté que suite à des politiques de désindustrialisation, d'affaiblissement de notre recherche, la France ne soit pas un des pays inventeurs, si je puis dire, d'un vaccin. Tout ça, ce sont des conséquences qui ont eu lieu. Alors désormais, si on arrive à vacciner, tant mieux. Moi, je souhaite que tout cela marche. Je souhaite pas du tout, je suis pas un Cassandre qui appelle au malheur, mais on va continuer quand même à devoir avoir des protocoles sanitaires respectueux. Il faut faire attention. Il y a des variants, on le sait, qui risquent de ficher à terre un peu des politiques de vaccination, ce que je ne souhaite pas. Donc il va falloir faire attention dans la période. Mais si on avance, tant mieux. Les Français sont extrêmement disciplinés. Franchement, il faut les féliciter. Ils ont parfois moqué, mais bravo à tous. Est-ce qu'il faut vacciner en priorité les élèves qui vont par exemple passer le baccalauréat dans un mois ? Mais moi, je suis pas pour que ce soit obligatoire la vaccination, mais que désormais, je crois que la vaccination. Qu'ils puissent y avoir accès en priorité, en tout cas. Qu'ils y aient accès, c'est une chose, et qu'ils continuent. Si on veut qu'ils y aient accès, là encore, moi, je prends ma ville. Il faut aussi permettre que la vaccination se rapproche un peu de tout le monde. Et parfois, j'observe, ça reste à confirmer. Peut-être que vous me le direz ou pas, qu'il y a aussi des différences sociales dans l'accès à la vaccination. Il y a des gens qui ont facilement accès parce qu'il y a un médecin de famille qui en a, parce il y en a des centres de vaccination pas trop loin. Et puis il y a parfois des milieux populaires où c'est plus compliqué, où on n'a pas des habitudes d'ailleurs de vaccination. Donc moi, ce à quoi je ne veux pas arriver, c'est qu'il y ait aussi des droits différents qui se mettent en place selon votre possibilité ou pas d'avoir accès à des soins. Vous posez la question du baccalauréat parce que vous étiez cette semaine auprès des élèves, justement des lycéens qui manifestaient contre le maintien en présentiel de certaines épreuves, notamment la philosophie ou le grand oral. D'où cette question, est-ce qu'il n'est pas possible de leur permettre, avec de nouveaux protocoles, il y a des villes qui isolent les candidats une semaine avant les épreuves. Est-ce qu'à ces conditions... Vous trouvez ça crédible? Moi, là où je soutiens les lycéens, c'est qu'ils disent l'année dernière, il y avait un protocole ou une procédure qui avait été mise en place, notamment marquée par beaucoup le contrôle continu. Cette année, les conditions d'enseignement sont encore pires que l'année précédente et le gouvernement ne veut pas faire la même chose. Donc je trouve que c'est plutôt cohérent comme propos. Voilà où j'en suis, c'est la raison pour laquelle je les soutenais, parce que les pauvres lycéens, ça a fermé, ça a ouvert, les profs absents n'ont pas été remplacés durant toute l'année, alors que l'année dernière, le désordre, si je puis dire, mais on peut le comprendre, avait commencé vers mars-avril, alors que cette année, quasiment, au bout de quelques mois de vacances, les choses avaient commencé à être perturbées. Donc écoutons-les, on a une jeunesse qui est assez inquiète par rapport à son avenir et à ses diplômes. Je reviens au problème général de la vaccination. Là, en ce moment, les courbes semblent plutôt bonnes. J'espère. Vous espérez? Ouais, comme vous, j'observe, tant mieux. Mais donc vous n'êtes pas certain qu'on voit le bout du tunnel. Ça reste très très élevé de toute manière. Mais s'il y a une stagnation qui se met en place, voire même une baisse, je m'en félicite. On va voir, on va attendre. Mais vous pensez qu'on prend un risque là, à nouveau? Oui, mais bon, je répète qu'il faudra de toute manière appliquer, moi il me semble, des protocoles sanitaires extrêmement rigoureux, robustes. Et il faut pas donner l'impression que on va pouvoir très rapidement reprendre une vie normale. Ce que je souhaite. Mais ceci dit, la réouverture des terrasses, sans doute à partir du 19 mai, va créer un effet psychologique assez positif. Je dois avouer que ce qui nous manque le plus, vous comme moi, j'imagine, et ceux qui nous écoutent, c'est d'ailleurs incroyable de le constater, c'est le café, c'est la terrasse, c'est la possibilité de convivialité, c'est cette socialisation qui nous manque tant. Donc j'espère que ça reprendra, que cela fonctionne. Mais le risque, c'est quoi alors là ? Le risque, par ailleurs, je répète, c'est que on a vu qu'il y a des variants qui peuvent aussi remettre en cause des certitudes médicales. C'est ça, et c'est aussi l'impression que finalement on peut continuer à se rebrasser de la même façon qu'auparavant, ce qui n'est pas tout à fait le cas si j'ai bien écouté les médecins. Donc l'année dernière, rappelez-vous, le confinement avait été raté, on avait passé un été quasi normal, et puis on s'est retrouvé quand même avec une année supplémentaire fichue à terre. Et après, il y a un autre sujet, mais on va l'aborder sans doute, c'est qu'au-delà de ça, l'aspect sanitaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la 4e vague sociale qui arrive. C'est les plans de licenciement qui se multiplient, qui va faire très 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 mal. Dans quelques instants, Alexis Corbière, juste pour finir sur la vaccination, il y a cette proposition du maire de La Baule, Franck Louvrier, sur France Info jeudi. Il faut une vaccination saisonnière. Il ne faut pas uniquement penser qu'on va autant vacciner à Paris au mois d'août qu'on va vacciner autant et plus sans doute à La Baule au mois d'août. Donc voilà, il y a vraiment un équilibre à retrouver. Donc il faut vraiment que là, il y a un plan de vaccination saisonnière qui soit mis en place pour que chaque ville du littoral, qui voit sa population multipliée par 3, par 4, par 10 comme ici, puisse avoir les moyens de la vaccination.
plus de doses pour les villes balnéaires cet été. Est-ce que vous êtes favorable? Si ce que veut nous dire Franck Louvrier, c'est que là où il y a des concentrations de population, il faut des centres de vaccination de proximité pour ceux qui le souhaitent de se vacciner, pourquoi pas? Ça me semble pas. Et de toute façon, et plus de doses? Il faut que les centres de vaccination soient là où sont les gens. Donc plus de doses aussi pour les villes balnéaires? Oui, c'est-à-dire, je répète qu'évidemment, une ville balnéaire qui va passer, je ne sais pas, je veux dire un chiffre de 5 000 habitants à 50 000 habitants, il faut peut-être pas adapter la vaccination aux 5 000, mais tenir compte du fait qu'il y a désormais plus de gens. Et si on se projette toujours dans cet été, est-ce qu'il faut maintenir pour vous l'interdiction de voyage? On a entendu hier le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'inquiéter de la contagiosité de ce variant indien en disant qu'il risque de perturber le calendrier de déconfinement. Est-ce que vous dites là aussi sur le tourisme, c'est un secteur stratégique, mais attention, ne prenons pas trop de risques non plus? Il faut continuer à être vigilant. Il faudra qu'il y ait des périodes effectivement de contrôle. Bon, c'est plus des quarantaines, ce sont des quinzaines. Actuellement, il y a des protocoles qui existent. Il faut les maintenir. Ne relâchons pas la vigilance. C'est ce que je suis en train de dire. Même si on souhaite tous que cela réussisse, mais attention, il y a des variants là encore qui sont là, qui perturbent les prévisions des scientifiques. Et ces protocoles doivent être mis en place. Je crois que les Français ont compris que on n'est pas complètement, la date du 19 mai ne signifie pas que le Covid n'est plus là. Donc il y a peut-être des protocoles à maintenir d'un point de vue. Et faire dans la dentelle aussi sur le pass sanitaire. On entendait la vaccination, laisser le soin aux villes de dire voilà, je veux l'imposer à tel endroit, à tel autre. Moi, je suis pas favorable à ça. Je suis pas favorable à ce qu'il y ait des droits différents selon les endroits, selon les villes. Au pass sanitaire en général. Oui, non. Moi, je pense qu'il faut des protocoles sanitaires clairs, qu'il faut aider à mettre en place, des purificateurs d'air, la société de roulement pour aller travailler. On pourrait continuer à ne pas aller tous travailler à la même heure, des dédoublements de classe si on parle des élèves et dans les cours qui restent. Je ne veux pas qu'il y ait... sanitaire, c'est la discrimination d'après vous? C'est potentiellement quand même l'idée qu'on n'a pas les mêmes droits selon qu'on est que l'on se soit vacciné ou pas, et de toute manière même testé, les c'est pas juste le vaccin, mais de toute façon ce dont on parle, que déjà c'est pas défini dans le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale, combien de temps ça va être mis en place, dans le détail ça n'était pas tout à fait précisé, il y a de quoi avoir des inquiétudes, et de toute manière que personne ne croit, même les concerts, c'est plus de 1000 personnes où le pass sanitaire est prévu, de toute manière il faudra quand même des distances, etc. C'est plutôt ça qu'il faut aider à mettre en place, ces protocoles sanitaires, que de mettre en place une espèce de biocontrôle selon que vous êtes vacciné ou pas, vous avez des droits différents. Ça ne me plaît pas. Donc si je comprends bien, il n'y aura pas de passe sanitaire à l'entrée du meeting de Jean-Luc Mélenchon demain. Il y aura des protocoles extrêmement stricts, effectivement, de distance entre les participants, par contre. Et on y revient dans quelques instants. Oui, je rappelle que le passe sanitaire, a priori, ne concernera pas uniquement la vaccination. Ce sont aussi des tests négatifs. Oui, mais c'est l'idée que vous n'avez pas les mêmes droits. Et sur ce passe sanitaire, vu qu'on va conclure là-dessus, vous avez vu qu'à l'Assemblée, dans un premier temps, l'Assemblée a voté contre, mais avec En Marche, quand on vote contre ces décisions, ils refont un vote où cette fois-ci le pour l'a emporté. C'est aussi un peu bizarre. Allez, le fil info, et on se retrouve juste après Alexis Corbière. Il est 9h-10, voici Diane Ferchit. La lutte contre l'épidémie de coronavirus, et Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'assure, 20 millions de Français auront au moins reçu une dose de vaccin d'ici ce soir. On est sur la bonne voie pour que le déconfinement se passe bien, souligne sur France Info le représentant des généralistes au sein des syndicats médicaux français. Et d'ici 15 jours, précise-t-il, les pharmaciens et les médecins à leur cabinet pourront à leur tour injecter le vaccin Moderna. L'opération s'est passée de façon remarquable, estime le procureur de la République du Gard, après l'arrestation pacifique de Valentin Marconne, l'homme retranché dans la forêt des Cévennes. Depuis 4 jours, il est à présent entendu sur le double meurtre de son patron et d'un collègue. Mardi, les enquêteurs recherchent l'éventuel élément déclencheur de son passage à l'acte. Amnesty International dénonce une atteinte au droit de manifester. Le tribunal administratif a confirmé hier soir l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne organisée à Paris cet après-midi. C'est à présent au Conseil d'État de trancher. Les autorités craignent des émeutes comme celle de 2014 à Lyon, à Bordeaux, à Lille ou encore à Strasbourg. Des mobilisations sont là autorisées, alors que le bilan des bombardements israéliens et des tirs de roquettes venues de la bande de Gaza ont fait plus de 130 morts, des Palestiniens dans la majorité. Un succès pour l'agence spatiale chinoise. Le rover Zhurong s'est posé cette nuit sur la planète Mars. Il entame à présent 3 mois de mission scientifique. France Info. Alexis Corbière est l'invité du 8h30 France Info ce matin. Neila Latrousse. On en parlait il y a quelques instants, ce meeting demain dans l'Aviron à Aubin, en extérieur. Aubin, ville symbole, puisque c'est là que à la fin du 19e siècle, l'armée avait ouvert le feu sur des ouvriers en grève, ce qui avait inspiré une scène à Émile Zola pour son chef-d'œuvre Germinal. D'abord, vous attendez combien de personnes, Alexis Corbière, demain ? Le plus possible, au moins 500, ce serait bien. C'est un premier meeting de campagne présidentielle. C'est le lancement officiel de la campagne présidentielle ? Non, là, j'en
Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé que il déclarait sa candidature. Mais effectivement, c'est la première fois qu'on va pouvoir un peu retrouver ce souffle qui avait tant plu lors de la campagne 2016-2017. On verra, on espère que ça se passera bien, que les conditions météo le permettront, et on teste des choses et on sera tout à fait prudent. Mais par contre, vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est la question sociale qui revient. On en fait une thématique forte, on a séquencé, si je puis dire, le lancer en campagne, on a parlé de démocratie. Vous savez, on publie régulièrement des livrets thématiques. Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat d'un programme. Notre programme 2017 s'appelait l'Avenir en commun, il continue à être le nôtre, on l'améliore. Là, désormais, c'est la question sociale, après question démocratique, la critique des institutions de la Ve République, la question écologique qui était le deuxième livret. Désormais, on aborde la question sociale. C'est le cœur de tout. Vous avez évoqué pourquoi Aubin, en 1869, une grève ouvrière réprimée. Il y en avait eu beaucoup à l'époque. Et cette question sociale reste au cœur des préoccupations des Français. Je l'ai évoqué tout à l'heure. On est dans un moment où il y a 7 millions de gens inscrits à Pôle emploi, quand même, actuellement. On a 1 million de gens supplémentaires qui sont passés sous le seuil de pauvreté, voire plus, nous disent toutes les associations qui interviennent sur ce secteur-là. Et à l'inverse, on a les milliardaires français qui ont vu leur fortune augmenter durant la crise Covid, entre mars et décembre 2020, de 175 milliards supplémentaires aux années précédentes. Donc il y a à la fois des profiteurs de crise, de ceux qui profitent de cette situation, et vous avez des tas de salariés, employés, petits entrepreneurs qui se retrouvent en grande difficulté. Donc la question sociale, elle est au cœur de tout. C'est pas la sécurité, la question qui préoccupe le plus les Français en ce moment. C'est une forme aussi d'insécurité sociale, le fait de risquer pour son emploi. D'accord ? Mais la sécurité physique, là. Oui, non, mais alors moi je pense qu'il faut la sécurité physique, bien sûr, y répondre. Mais si chaque fois que je parle question sociale, on me dit sécurité, non, mais je vous en fais pas reproche. Voilà. Mais chaque fois que je fais une émission, on veut me faire parler sécurité. Très bien, je suis pour que les Français aient droit à une sécurité, à la sécurité des même. policiers, par exemple. Mais je suis en train de parler questions sociales. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut éviter immédiatement de revenir là-dessus et bien sûr que les policiers doivent être en sécurité, tout à fait. Mais les policiers sont des salariés comme les autres. Ce serait bien par ailleurs qu'on leur paye aussi leurs 19 millions d'heures supplémentaires qui leur sont pas payées. Ce serait bien qu'ils revendiquent aussi pour de meilleures conditions de travail et pas seulement de manière politicienne comme ils le font parfois. Mais la question sociale, refuser par exemple qu'on continue à aider des grands groupes avec des aides publiques où on voit baisser la fiscalité de grands groupes qui licencient. Donc il y a des financements publics, quasiment des licenciements. Actuellement, avec Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi des aides à ces salariés que vous évoquez. Il y a un plan de relance, il y a eu le chômage partiel. Vous ne croyez pas que toutes ces aides-là nous évitent une crise sociale ? Peut-être que ça évite à ce que ce soit encore plus profond, mais il y a beaucoup d'endroits déjà. Vous avez des aides qui devront être remboursées pour certaines entreprises. Je pense aux prêts garantis par l'État. C'est pas encore tout à fait clair de quelle manière les choses vont se passer. Mais de toute manière, moi, je suis pour conditionner toutes les aides publiques que nous apportons à des grands groupes au fait qu'ils ne licencient pas. Moi, j'ai fait la tournée de beaucoup d'entreprises. Je pense aux fonderies de Bretagne, je pense à l'entreprise CEPOL et à tout ce qui se passe autour d'aéroports de Paris. Vous avez des entreprises qui ont touché des aides sociales et qui continuent à verser parfois des dividendes à leurs actionnaires et qui délocalisent pour aller dans des pays dans lesquels la main-d'œuvre est moins chère et ils licencient en France. C'est intolérable que votre argent ou notre argent, l'argent public serve à des groupes pour le licenciement. Donc il faut mettre l'emploi au cœur. Par exemple, donc ça vous l'interdiriez ? Parmi les propos, oui, je suis pour conditionner toute aide publique à une entreprise au fait qu'elle ne licencie pas et si elle le fait, elle rembourse tout simplement. Je suis pour, par exemple, que cette année, de la même façon qu'on a gelé beaucoup de choses, il n'y ait plus de dividendes qui soient reversés aux actionnaires. C'est tout cet argent, plus de 50 milliards aujourd'hui qui a été reversé aux actionnaires en période de crise devrait servir à relancer l'activité économique et à défendre l'emploi. Je suis favorable, c'est ce que nous proposons, à la garantie d'emploi qui fait que, en dernière analyse, si quelqu'un ne trouve pas de boulot, l'emploi et l'État aide le salarié à trouver du boulot. Il y a des métiers du lien, il y a des métiers qui nécessairent la transition écologique, il y a des métiers dans le secteur de l'éducation. On peut le faire. Ça coûte pour 2,5 milliards investis, on peut créer 1 million d'emplois. C'est beaucoup plus efficace que les politiques publiques qui sont menées. Bref, j'ai parlé vite, mais ce que je veux dire, c'est que j'invite... vous a laissé parler. Non, mais parce que c'était l'objet aussi de notre rendez-vous, c'est l'objet du meeting d'Aubin. Jean-Luc Mélenchon est le candidat du plein emploi, de la question sociale qui doit être remis au cœur du débat pour notre pays. Ceux qui disent ce meeting, lancer la campagne présidentielle tout de suite, c'est une façon d'enjamber les régionales parce que ça se passe mal. C'est ce qui est en train de se passer. Vous dites les régionales, de toute façon, ça se passera mal pour la France insoumise. Autant être sur la présidentielle. Non, notamment en Ile-de-France où nous sommes. Je fais le pari que la belle campagne menée par Clémentine Autain nous place en tête des listes dites de gauche et qui ne vous dit pas qu'au second tour, nous puissions même arriver en tête et décrocher la région Île-de-France. Donc ça aussi, arrêtons de répéter des choses. Il y a eu le pataquès Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah non, mais Provence-Côte d'Azur, on en dit 2 mots dans ce qui reste. Là, c'est quand même l'extrême, le caractère incroyable de la part de certaines personnes. Pour nos auditeurs, il y a une liste qui est déposée PS, Europe Écologie, soutenue par les communistes,
4 mouvements discutés, notamment avec la France Insoumise, et puis ont décidé finalement de déposer une liste tout seul, et vous vous retrouvez éjecté de cette liste-là. Voilà, incroyable. C'est-à-dire que méfiez-vous de ceux qui ne vous parlent que d'union. Dans le seul programme, c'est l'union. Souvent, ils n'ont pas de programme. Si ce n'est justement en vérité mettre en scène des choses pour, mettre de côté la France Insoumise. Pourquoi nous posons problème manifestement à ces gens-là? C'est que, comme je viens de le décrire, nous mettons la question sociale au cœur. Nous mettons la rupture avec les institutions. Et ça, dans l'union de la gauche, précisément, manifestement, il y a des gens qui ne veulent pas véritablement de l'union. Vous voyez, ils veulent la division, mais ils veulent trouver un argument, comme sur le fond programmatique, ils n'ont pas d'argument contre la France Insoumise. Manifestement, ils cherchent à placer la discussion sur notre terrain. Je dis à ceux qui nous écoutent, méfiez-vous de ceux dont le seul programme c'est l'union. En général, ils n'ont pas de programme. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Parce qu'on peut gagner en 2022 face à Emmanuel Macron. Il faut remobiliser les abstentionnistes, les milieux populaires. Il faut leur parler proposition sociale, proposition démocratique. C'est ce que nous faisons. Il faut mener campagne. C'est pas du tout une manière d'enjamber les élections. J'ai une dernière question de politiser mieux le moment. Réponse très courte, Alexis Corbière. Est-ce qu'il faut panthéoniser Gisèle Halimi, l'avocate féministe? L'Élysée hésite. Oui. J'ai été un des premiers à le demander parmi d'autres. Elle doit rentrer au Panthéon pour tous les combats qu'elle a menés, pour le symbole magnifique qu'elle représente, pour le fait qu'elle est une femme et au Panthéon il y a quasiment que des hommes en plus. Mais que ce soit sur le terrain du droit des femmes, que ce soit sur la question de l'émancipation des peuples, et pour terminer même sur le conflit israélo-palestinien, c'était une juive de Tunisie, mais qui prenait position pour l'émancipation du peuple palestinien. Merci à tous. Alexis Corbière, invité du 8h30 France Info ce matin.